Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be. You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les passions au travail et les ressources humaines. Et j'ai avec moi une véritable passionnée. Carole, bonjour Carole. Bonjour Michel. Ça fait longtemps qu'on se connaît, Oui. mais il y a une question que je t'ai jamais posée. C'est de ton rêve d'adolescente à ce jour, Carole, que s'est-il passé et surtout, es-tu alignée avec ton rêve? Oh, Michel. Je rêvais d'être princesse. L'alignement, il est par où là, dis-moi? Non, mais pour être un peu plus sérieuse, je pense que les rêves, on en a tous eu, hein. Étant adolescente, mon rêve principal était en fait d'obtenir mon bac. Je m'étais tracé dans ma tête dès l'âge de 25 ans, je suis ingénieure, j'ai mon premier enfant, donc je suis ingénieure cadre dans une entreprise. Première voiture, premier enfant, voilà, c'était un peu ça. Mon rêve a complètement changé, j'ai mûri et puis j'ai appris aussi surtout à me connaître parce que je pense que ces rêves que j'avais, c'était pas les miens. C'était les rêves de mes copines qui étaient dans la même classe que moi forcément, mais c'était pas les miens. Et ce n'est que récemment, on va dire il y a à peu près 9 ans maintenant, que j'ai vraiment compris en fait ce que moi je voulais pour moi. Depuis, j'y travaille et j'y suis presque, mais c'est du travail en continu. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, mon rêve, c'est de pouvoir vivre de mon talent. Et j'ai découvert que mon talent, en fait, c'était de réveiller les potentiels qu'il y avait dans d'autres personnes. J'ai dû passer par une étape quand même assez difficile, qui est le burn-out, pour pouvoir m'en rendre compte. Et voilà, aujourd'hui, je suis où je suis. Ça revient souvent en micro qu'un burn-out, ce n'est pas une fatalité, c'est aussi une opportunité, l'opportunité de retrouver du sens dans sa vie, de retrouver sa voix, et tu le manifestes très bien comme beaucoup de gens à mon micro. Ce burn-out a été, une révélation pour toi et qui tu es. Franchement, je dis merci parce que si je ne l'avais pas eu, je pense que je serais restée celle que j'étais avant. Et avec beaucoup de recul, je l'aimais pas. T'étais Franchement, pas heureuse. non, je n'aime pas cette Carole d'avant. T'as fait quoi comme étude? J'ai eu un baccalauréat scientifique avec mention. Quand je partais du Gabon, c'est mon pays, j'ai obtenu une bourse d'études. Mais la difficulté était en fait que j'ai été mal orientée. Déjà, en fait, ils ont tout un service conseiller d'orientation, mais orientation zéro. Excuse-moi, mais c'est vraiment ça. C'est pas pour dire, mais c'est la réalité en fait, parce que nous avons plein d'étudiants qui sont voués peut-être à des avenirs brillants ou pas, parce que moi, premièrement, j'ai fait des études scientifiques encore par suivisme. C'était pas parce que je voulais. À l'origine, je voulais être dans l'art. Je voulais faire tout ce qui était lié à la créativité. En fait, tout ce qui n'était pas ennuyeux. Voilà, c'est pour... Oui, franchement, parce qu'à l'école, ma mère était convoquée tout le temps. Je passais mon temps à m'amuser. À un moment donné, j'ai dû réaliser que si je ne suivais pas les bancs de l'école comme tout le monde, si je n'entrais pas dans le moule, je n'avais aucune autre opportunité parce que c'était clairement ça. Oui, tu veux dessiner, oui, mais ça t'emmène où? Tu veux être dans les arts créatifs, oui, ça va t'emmener où? Donc, du coup, j'ai dû suivre le pas comme tout le monde. Et là où je m'étais déjà rendu compte que ce n'était pas fait pour moi, c'est parce que je pouvais travailler, étudier tous les jours, mais j'étais jamais première de ma classe. J'étais toujours parmi les 5 premiers, la deuxième, la troisième, mais jamais la première. Et à la fin, tu te demandes, oui, mais est-ce que c'est vraiment mon talent ou bien, voilà, tu fais du forcing en fait, dans un domaine dans lequel tu n'es pas pour. Et puis après ça, il y a aussi, tu réfléchis pas comme tout le monde en fait. Tu as une façon de réfléchir qui est différente des autres. Et combien de fois je me suis sentie à côté de la plaque? Oui, mon baccalauréat, je l'ai eu, mais quand on me demande, oui, mais qu'est-ce que tu en as fait? Je dis, mais franchement, j'aurais pu le mettre à la poubelle, ça n'aurait rien changé, tu vois. Et t'as exercé quoi comme métier d'abord? Alors, j'ai travaillé dans les services à la clientèle, c'était mon premier emploi. Tu fais un bac plus 5, tu t'arraches les cheveux à la Carole fac, t'as Henry, un comment puis-je vous être master. utile? Ouais, voilà. Tu te retrouves là à faire du service à la clientèle. Moi, je l'ai fait par dépit, vraiment par dépit. Et honnêtement, j'étais pas fière en fait de le faire, ce boulot. Mais je l'ai pris parce que c'était la première entreprise qui avait accepté de me donner ma chance. Aujourd'hui, Carole, tu vas nous parler au micro de quoi? Quel est le sujet avec lequel tu viens nous voir aujourd'hui? Voilà, moi je voulais vous parler de Buddy Créatif en fait. La start-up que je suis en train de monter en ce moment, qui s'est spécialisée dans la gestion de la créativité.
C'est un terme, je pense, qui n'existe pas beaucoup dans les entreprises. On ne sait même pas ce que c'est. Moi, j'essaie de le mettre en avant, mais bon, c'est difficile de faire comprendre, en fait, aussi bien aux éducateurs, donc les gens qui travaillent avec les jeunes, que les gens qui travaillent en entreprise, que dans chaque employé ou dans chaque étudiant, il y a une personne créative qui pense différemment d'une autre personne, mais que quand on les met ensemble, et si on arrive à bien gérer cette créativité, on a en face de nous, en fait, une force étonnante parce que les gens viennent avec leurs idées. Les gens ont des idées. Quand ils sortent de la maison pour venir à l'école, bien même pour venir au travail, il y a une motivation intrinsèque en eux et ils sont bourrés d'idées, mais s'ils n'ont pas en face d'eux un système, un cadre qui permet justement de tirer ces idées de leur tête, ça reste, en fait, ça meurt. Là, j'ai envie de réagir parce qu'il y a 2 réflexions qui me viennent en t'écoutant. La première, c'est si je vais dans une entreprise en tant qu'employé et que je constate que l'émotion n'a pas sa place en entreprise, Voilà. si je me dis que même l'émotion n'a pas sa place, que va-t-on faire de ma créativité? Donc j'ai un Exactement. frein par ma perception de la réalité d'une entreprise. Exactement, oui. La deuxième réflexion que je fais, je pense à mon ami Lucas Béguin, dont j'ai entendu le podcast récemment. Salut Lucas, si tu nous écoutes à Liège, qui faisait une remarque très pertinente. En fait, on se raconte tous une histoire. On veut séparer notre vie professionnelle et vie privée. Ça n'a pas de sens parce que qu'on le veuille ou non, notre vie privée, on l'amène au boulot et notre vie professionnelle, elle la ramène à la maison. C'est peut-être ça qui mène certains burn-out d'ailleurs à naître parce qu'on veut absolument faire cette espèce de split. Mais on n'est même plus authentique, comme disait Lucas, c'est vrai, on n'est plus authentique, on n'est plus véritable. Pourquoi dois-je absolument masquer, cacher? Alors oui, il faut pas se dévoiler sur tout, mais on est une entité. Et il faut arrêter de splitter les gens. Et donc du coup, cette créativité, j'ai l'impression qu'elle est refoulée par cet aspect. C'est juste? Tu mets vraiment le pied dans le plat parce que, en fait, comme tu dis, ça vient vraiment de mon expérience personnelle. On dépose ses valises personnelles à l'entrée de l'entreprise. Moi, je pensais comme ça avant. Quand je sortais de l'université, c'est comme ça que je pensais. Et pour moi, c'était inconcevable qu'un de mes collègues puisse avoir un état d'âme, par exemple au travail. Mais quand je suis passée par les mêmes émotions, par les mêmes expériences, en devenant maman, d'abord en passant chef d'équipe, team leader, ensuite en devenant maman, et après en poursuivant un rêve que je pensais être le mien, c'est-à-dire, oui, je veux être carriériste, je veux augmenter, et puis après, en ayant moi aussi eu des managers qui comprenaient pas du tout où je voulais aller, qui me mettaient plus les bâtons dans les roues qu'autre chose, je me suis retrouvée en fait dans cette configuration où je me suis dit, mais je porte un masque. Je porte un masque où je suis obligée de faire des jeux politiques, déjà 1, et puis 2, de refouler mes émotions parce qu'elles n'ont pas de place. Et 3, j'ai des idées d'améliorer les choses, mais en face de toi, tu as 3-4 niveaux hiérarchiques, tu as des jeux politiques qui t'empêchent de pouvoir mettre en œuvre tes idées, ou alors on dénigre ta vision. Et tu as des collègues pour qui la résistance au changement, c'est Dieu. Voilà. Et forcément, tu es un changement. Voilà. Ils vont te bloquer, C'est ils vont ça. faire les réfractaires à toute idée. C'est et donc ça. la créativité, elle est Oui. noyée. Elle est noyée. Et moi, je me rappelle que j'ai eu une fois une situation où on avait un projet d'implémentation, une nouvelle façon de travailler, et j'étais gestionnaire de la performance, et j'ai eu quelqu'un sur le plateau, l'un des utilisateurs, qui était énervé contre moi, et qui m'a dit « Ouais, mais c'est toujours toi qui viens avec ces changements », mais il m'a agressé sérieusement, et je me suis dit « Mais putain, c'est pas ma faute ». Les changements, c'est le management qui décide. Moi, tout ce que je fais, c'est mettre en place les choses, en fait, pour que ça se passe. Et à la fin, j'ai compris que même l'environnement dans lequel on voulait mettre ce changement n'était pas configuré pour créer ce genre de mouvement. Mais ça va très loin. Moi, j'ai même travaillé pour une boîte dans laquelle on disait la seule constante, c'est le changement. Tu dis, waouh, une boîte avec un slogan pareil, ça va bouger. Mais il s'avérait que dans la réalité, c'est un mastodonte qui met beaucoup de temps à changer, qu'on est confronté au quotidien dans les équipes à des résistances au changement, Exact. et qu'il y a des jeux politiques, mais des jeux aussi de jalousie. Par exemple, tu as des gens qui ont un diplôme d'ingénieur. Si quelqu'un n'a pas ce diplôme d'ingénieur qui gagne un peu plus qu'eux, c'est tout un scandale, on va te saboter, Enfin, il y a des trucs, c'est complètement fou. Dans cette même entreprise, tu peux avoir un manager qui rend une équipe heureuse, épanouie. On change juste le manager parce que le premier fait carrière et qu'il évolue, un autre arrive, le remplace. Et une équipe qui était cohésion, qui était entente, qui était amitié, qui était belle, devient un véritable enfer de vie. Je peux témoigner de choses comme ça que j'ai vues en entreprise. C'est complètement fou. Heureusement, je fais une parenthèse, l'agilité est en train de passer par là. Et avec des équipes autogérées et du servant leadership, on arrive quand même à des choses beaucoup plus agréables et constructives. Et là, on retrouve du sens. Et d'ailleurs, tu as fait une formation de Scrum Master. J'ai fait la formation de Scrum. Honnêtement, ça m'a permis en fait aussi de confirmer que ce vers quoi je tends avait aussi sa place. Parce que moi, quand je parle de gestion de la créativité, ici, je veux vraiment apporter une approche
holistique. Une approche où on prend en considération déjà l'humain en tant qu'être qui réfléchit, qui a des idées, qui a des émotions. Et donc, du coup, nous, il n'y a pas que moi parce qu'on est 3 là-dedans. On va citer tes collègues, Voilà, citer, on va c'est leur faire ça. plaisir. Fensou et Grégor. Donc, Fensou, c'est On les mon salue. associé, voilà, qui est à Madagascar d'ailleurs, qui arrive demain. Grégor Nicolas aussi, qui travaille à Anvers, c'est le champion en fait en gestion de projet, quoi. Et donc, du coup, tous les 3, on a développé le cadre de travail Sésame. Pour revenir sur ce que je disais, ça permet vraiment d'avoir une approche holistique sur la gestion du changement, aussi bien chez les individus, tout seuls, que dans les groupes. Et là, on s'est dit, mais on va se focaliser sur 4 piliers qu'on a vus qui, pour nous, en fait, manquaient beaucoup dans l'entreprise, dans le monde de l'entreprise et aussi dans le monde éducatif. C'est-à-dire, d'abord, on le fait à 2 niveaux, au niveau stratégique, en haut, et au niveau opérationnel, pour les gens qui sont sur le terrain, parce que c'est surtout eux qui sont affectés par tout ce qui se passe au-dessus. Et l'idée, en fait, c'est que les gens qui sont dans les opérations puissent continuer à faire ce qu'ils ont à faire, à livrer des résultats, voilà, et à résoudre leurs problèmes sans avoir à attendre que la stratégie, forcément, s'aligne à ce qu'ils sont en train de faire. Et donc là, on s'est dit, on va sur 4 blocs. On a la compréhension, donc comprendre qui on est en tant qu'individu et qui on est en tant qu'équipe. Ensuite, on passe à la partie solution, on trouve des solutions ensemble. Et ensuite, on passe à l'action, parce que souvent, c'est ça qui nous manque. On doit passer à l'action pour solutionner les problèmes qu'on a. Et ensuite, comment est-ce qu'on fait pour maintenir cette culture-là qu'on a déjà fait? Et là, c'est la partie motivation. Moi, de mon expérience, les entreprises sont très, très, très bonnes dans tout ce qui est recherche de solutions. La preuve, c'est qu'il y a énormément de consultants dans les boîtes. Je ne sais pas, mais il y a des boîtes où il n'y a que des consultants, il n'y a que ça, parce on cherche à trouver des solutions. Et là où on est moins bien, c'est dans la partie compréhension, connaissance de soi, parce que bien sûr, les managers n'ont pas le temps. Voilà, il n'y a pas souvent le temps de consacrer pour comprendre et pour développer les talents dans les équipes du fait de toutes les problématiques qu'il y a, de tous les problèmes qu'il y a à résoudre. Je côtoie beaucoup d'RH et c'est vrai qu'à un moment donné, on engageait un profil sur description de job. Exact. Arrêté à l'instant T, on prend la personne, on la recrute et on se dit, voilà, on la met dans sa place. On a fait un switch à un moment donné qui est en cours, mais malheureusement, toutes les entreprises n'y sont pas encore, qui sont plutôt orientées vers le talent management. C'est-à-dire que quand on recrute la personne, on l'écoute, on anticipe déjà et on analyse l'ensemble de ses compétences et on fait un mapping de toutes les opportunités qui pourront s'ouvrir à lui pour son évolution de carrière. On y réfléchit déjà en amont. C'est-à-dire qu'on dit déjà, voilà, si on devait faire disparaître ce job dans 5, 3, 4 ans, 6 ans ou 6 mois, il a telle compétence qui pourra nous servir à tel endroit. Donc, on préférera ce candidat-là plutôt qu'un autre parce qu'en termes de développement, au sein d'entreprise, on va mieux évoluer qu'un autre. Et ça rentre dans les critères de recrutement. Maintenant, c'est peut-être le côté pratico-pratique qui manque à être cultivé. C'est comme un jardinier, il a un joli jardin de fleurs, il a mis les bonnes graines. Les fleurs fleurissent, il faut encore les maintenir et les entretenir. Voilà, et c'est là où nous on vient en fait parce que ça te permet vraiment, toi en tant que manager, de pouvoir le mettre en pratique en sollicitant l'aide de ton équipe en fait. Tu vois, tu le fais pas tout seul. Tu le fais vraiment en sollicitant l'aide de ton équipe dans l'objectif d'avoir une équipe qui s'autogère. Et où moi, si je suis manager, mon rôle c'est d'être sûr qu'ils ont tous les moyens pour pouvoir mettre tout ça en place. On dit, voilà, on a fait un switch, on s'intéresse aux compétences dès le recrutement. Mais je veux dire qu'après, le recruteur, il ne voit plus la personne évoluer, elle est dans son équipe, donc il ne voit plus la suite. Donc il a encore une fois, même s'il ne le veut plus, qu'il a anticipé et qu'il s'est imaginé l'instant Z, il est quand même encore resté dans l'instant T avec une vision sur l'instant Z, mais il ne voit pas toutes les lettres entre eux. Non. En équipe, si c'est géré en équipe et que ton approche intervient, si je comprends bien, on va s'occuper de toutes les lettres intermédiaires et on va avoir une historique de l'évolution des compétences de la personne, de son mindset et surtout de sa cohésion et de ses relations dans l'équipe. Exact. C'est comme ça qu'on va comprendre. Oui, c'est vraiment ça, exactement. Nous, en fait, on pousse encore ça un peu plus loin parce qu'on se dit, pour chaque phase, en fait, il devrait y avoir un lead. Et un lead, il n'est pas forcément le team leader. Parce que le team leader, dans ton équipe, il y a des talents. Et l'idée, c'est de sortir ces talents de ton équipe et de leur donner la possibilité de leader dans chaque étape
Et ce ne sont pas des étapes qui doivent forcément aller en fait de la compréhension vers la motivation, mais tu peux te focaliser sur peu importe l'étape au moment où tu en as besoin. Si on fait la métaphore d'un jeu de cartes, c'est sortir du paquet de cartes la bonne carte au bon moment pour le bon Exactement. impact. Merci, c'est ça. C'est un vrai coup de poker. Voilà, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est un coup de poker, sauf que tu connais le cadre dans lequel tu évolues en fait. Mais ça fait quand même pas mal de temps que tu réfléchis à ton projet. Oui. Je réfléchis dessus depuis avant le Covid. Il a pris plusieurs formes, ce projet. Il y a des gens que j'ai commencé avec eux au début, après, ils sont partis. Moi, j'ai évolué dans une autre direction. Donc, en fait, il s'est vraiment enrichi de toutes les rencontres que j'ai faites. Le où? Raconte-nous. Uniquement en Belgique? Ailleurs? Nous visons, en fait, l'Europe. Pour l'instant, on se focalise sur l'Europe francophone, mais ça ne m'empêche pas, en fait, si jamais quelqu'un est intéressé au niveau de la partie néerlandophone ou la partie anglophone, ils peuvent toujours venir vers moi. Et aussi, on va au niveau de l'Afrique et l'océan Indien. Plus précisément Madagascar. Bon, Madagascar, c'est l'Afrique aussi, mais bon, c'est plutôt du côté de l'océan Indien. Là, on a commencé avec des actions bénévoles parce qu'au mois de mars, on a organisé tout un parcours pour les jeunes, niveau bac et première, deuxième, troisième année d'université, où on a fait le parcours Horizon Réussite. Et pendant 3 jours, ils avaient la possibilité, des jeunes de plusieurs établissements de la place, de venir rencontrer des professionnels qui travaillent déjà, poser des questions sur ce qu'ils font dans la vie et comment faire en fait pour aller dans ces emplois-là. Moi, j'y étais, donc je devais expliquer ce que je faisais. C'était un peu difficile parce qu'ils me disaient « Oui, mais qu'est-ce que vous faites, madame ?» Je dis « Mais je ne sais pas comment me définir. Allez, on va dire quoi? Je suis mentor en créativité, coach en créativité. » J'expliquais un peu ce que je faisais avec Buddy Créatif et ils étaient tous là, les yeux pétillants. « Oui, madame, ça a l'air intéressant. Mais est-ce que c'est un métier qui va durer ?» Je dis, mais ça durera le temps que tu voudras que ça dure. Parce qu'il y a un besoin et l'idée, c'est de le rendre accessible et de le rendre populaire. C'est surtout ça. Tu m'intrigues sur un aspect, c'est que comme tu me dis que tu t'adresses à l'Europe, en Afrique et en Asie, je me dis il y a un facteur très important qui va rentrer en compte ici, c'est l'aspect culturel. Oui. J'imagine que les constats de mentalité en entreprise sont très et diamétralement opposés, voire très différents entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Oui. C'est un challenge, c'est une confrontation, c'est une facilité, ça te rend encore plus créative? Ça me rend encore plus créative parce que ça permet d'aborder les choses différemment. Je vais te donner un exemple. J'ai été invitée la semaine passée à animer justement un atelier sur la gestion des créativités par l'ASBL Entrepreneur, Belgium Entrepreneur. On les salue alors. Voilà, on les salue. Donc Aurélie Mouloa, merci beaucoup. J'y suis allée et j'avais fait tout un truc carré. Ouais, je vais partir un peu comme on le fait en entreprise là et tout, PowerPoint, tout était bien carré. Et puis j'arrive, je me rends compte en fait que mon audience est complètement différente. Mon audience, c'est une audience en fait terre à terre. C'est 10 femmes qui sont issues de la diaspora, qui ont d'autres problèmes que ceux qu'on rencontre en entreprise. Et là, j'ai dû switcher mon message. Ça me fait penser à mes formations podcast quand je dis attention émetteur-récepteur. Si vous ne tenez pas compte du récepteur, on se plante. Exactement. Donc j'ai dû changer sur le jour même et puis ça s'est super bien passé. Pour revenir sur ce que tu disais, oui, en Europe, en fonction en fait de la cible vers laquelle on est tourné, le format est aussi différent. Le concept reste le même, mais la manière dont on va présenter le message est différent. Par exemple, moi, je suis plutôt une adepte de tout ce qui est immersion, de tout ce qui est ludique et de tout ce qui est jeu. Je vais rarement faire une formation. Tu vois ce que je veux dire? Le genre où tu t'assois et puis tu écoutes. Ça, c'est pas mon truc parce que je meurs. Et ça, par contre, ça reste. Je le fais en entreprise, je le fais avec les jeunes, je le fais avec les mamans, les tatas, ce sera la même chose. Mais sur la manière dont je vais emmener le message et les exemples que je prendrai, ce sera différent. C'est quoi le plus difficile comme culture à affronter? C'est les Européens, l'Afrique ou Non. Chacun a ses challenges? Non, je pense qu'aujourd'hui, j'ai eu tous les outils pour pouvoir affronter les deux cultures. Regarde, on a fait le yoga du rire ensemble, on en a parlé pendant la formation Scrum. Tiens-toi bien, je me suis formée après. Et quand je l'ai fait chez le client où je suis aujourd'hui, je peux le dire, je l'ai fait à la SNCB, ils étaient super, ils étaient réceptifs. Et je devais le faire avec Entrepreneur. Les 10 femmes, j'étais là, j'étais sceptique. Je me disais, la culture africaine, on rigole en général. Est-ce que je peux le faire ici? Est-ce que ça va pas sembler bizarre? Mais non, mais je l'ai fait et on s'est encore 2 fois plus éclaté. Des fois, il faut juste essayer et puis voir, quoi. Il faut pas se mettre un frein par rapport à la culture ou quoi, mais il faut juste être prudent. En fait, on n'est pas si loin, on est quand même dans l'humain et l'humain est un peu partout pareil. Tant qu'on parle des émotions, je me dis, ça affecte les gens de la même manière.
Alors le comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce qu'on fait appel à toi? Comment tu évolues? Comment tu contactes ces sociétés? J'ai plein de comment à te poser. D'accord, ouais. Comment je contacte ces Bon, je suis sociétés? DRH, j'écoute ce podcast, Oui. je t'entends et j'ai envie de découvrir ton talent. OK. Comment ça se passe? Tu vas venir un peu analyser ma situation, écouter mes besoins, j'imagine, ça c'est la Oui. base. Oui. Et Oui. ensuite? Alors ensuite, en fonction de ce qu'ils veulent déjà, nous, tout ce qu'on recherche pour l'instant, c'est un DRH, une entreprise qui soit assez courageuse pour dire, voilà, on veut travailler avec une boîte de jeunes, en fait, voilà, parce qu'on est jeunes encore. Une jeune boîte qui veut mettre en place un cadre à tester, en fait, parce qu'on est vraiment dans la phase de développement et nous sommes partants pour toute entreprise, en fait, qui veut travailler avec nous, parce qu'on base sur ce concept, on travaille avec ceux qui sont avec nous dès le début. Et on veut grandir Avec avec eux. eux. Voilà, c'est surtout ça. Je suis sur LinkedIn. Mes contacts, donc c'est Carole Chammen. Via LinkedIn, je suis très réactive. Et en fait, ça passe par une phase de découverte. Donc, je fais en général un audit s'ils me le demandent. Donc, des discussions avec eux pour comprendre quels sont vraiment leurs besoins. Et on part de là pour faire le test avec leurs équipes. Et on peut s'attendre à quoi? Est-ce que tu vas venir Alors- me faire des podcasts, du dessin, des bacs potagers? Non. Tu sais, je prends tous les Tu as clichés. raison, parce que en fait, on peut s'attendre à quoi? On peut s'attendre à des ateliers immersifs avec moi. On a des méthodes qu'on utilise, enfin, c'est des outils qui sont déjà disponibles. C'est juste que nous, on les a groupés d'une certaine manière, on les utilise d'une certaine manière pour que ça puisse produire des résultats qu'on veut obtenir. Après, le client, s'il a des outils en interne, nous, on peut les regarder, ces outils, et voir comment ils peuvent les optimiser. Je prends par exemple la partie connaissance ou la partie compréhension. Cette partie-là, nous, on utilise souvent, et c'est l'outil principal qu'on utilise, c'est l'Ikigai et le MBTI. Il y a aussi un test de créativité que j'adore, qui a été développé par Adobe, qui est gratuit, qui est disponible. Tout le monde peut le prendre, en fait, qui s'appelle My Creative Type. Donc, ce sont 2 tests et un parcours Ikigai que nous, on fait avec les gens qu'on accompagne. Et si le client dit, nous, on a autre chose en interne qui est similaire, est-ce que vous pouvez l'utiliser et nous montrer comment est-ce qu'on peut l'implémenter dans le cadre de travail? Mais on le fait pour eux. C'est pas que voilà, on va forcément leur imposer un outil spécifique, mais c'est vraiment leur fournir le cadre et leur montrer comment ils peuvent l'appliquer. Et je vais revenir sur ce sujet parce qu'il me paraît important, mais le fait que tu aies suivi une formation Scrum Master, ça veut dire aussi que dans une entreprise qui est déjà dans l'agilité, avec déjà des bonnes pratiques et des bons mindsets, tu vas pouvoir aussi gérer et comprendre la culture de l'entreprise très facilement parce que tu as l'intelligence de t'informer sur ça. Il n'y a pas seulement la formation de Scrum Master, parce que je suis certifiée en gestionnaire du changement, Voilà. mais je ne le mets pas toujours en avant. Carrément, ça aide. Ce que j'ai bien aimé, c'est que tu n'as à aucun moment utilisé le mot coaching. Non, Et je trouve ça génial. non. Parce que tu montres un talent et un savoir-faire sans même besoin de recourir à une image. Tu es ta personne authentique telle que tu es. Non. Et ça, je voulais souligner aussi. Parce que je te connais, je me permets un peu. Ouais, je me définis plus comme étant un partenaire créatif plutôt qu'un coach. Donc, voilà. C'est un beau mot de conclusion, je trouve. Voilà. On va te donner l'adresse d'un site internet où les gens peuvent aller visiter et comprendre mieux ce que tu fais. D'ailleurs, ton site est super bien foutu, donc chapeau. Merci beaucoup. Merci. On travaille dessus toujours. Continuous Development. Donc, c'est buddycreative.com. www.buddy, comme copain en anglais. Donc, B-U-D-D-Y. Créatif. Donc, il n'y a pas d'accent, mais bon, c'est comme créatif en français.com. Et sache, avant qu'on passe aux 3 questions de clôture, que tu le sais, chez nous, les auditeurs et auditrices peuvent te poser une question, te laisser un message, un encouragement via notre répondeur dont le lien sera aussi dans le texte. Ils s'enregistrent avec leur micro, ils se réécoutent autant de fois qu'ils veulent et quand le message leur semble OK, ils mettent leur email, ils font envoyer, on le reçoit. Si nous disons on partage en public, on le met en public en commentaire de ton podcast. Si nous disent rien, on te l'envoie en privé. Tu réponds en privé. Super. Carole, toi qui vois dans plein d'entreprises, plein de choses différentes et à travers le monde, avec ta vision internationale, que devrait être un bon RH? Je signale que c'est notre 500e épisode aujourd'hui et j'ai reçu 500 personnes, cocorico, et j'ai eu 500 réponses différentes à cette question. Pour moi, un bon RH, il y en a déjà, il y a de très bons RH. Je ne devrais pas généraliser dans ma réponse. Il y a de très bons RH. Moi, j'ai eu des responsables de ressources humaines dans le passé qui étaient très à l'écoute, en fait. Très à l'écoute, qui comprenaient ce qui se passait sur le terrain. Vraiment. Mais il n'y en avait pas beaucoup. Ce que j'attendrais d'un RH, c'est qu'il soit plus sur le terrain, plus en ligne avec les managers de terrain et peut-être aussi qu'il puisse en fait avoir plus de ressources pour prendre des décisions indépendamment. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ils ont aussi les mains liées un peu comme les managers et ne peuvent pas souvent prendre des décisions que nous, sur le terrain, on se dit « mais
allez, c'est pas possible. Et je me dis que si, oui, de leur côté, je pense qu'il devrait être une instance en fait indépendante dans une entreprise qui pourrait justement aussi bien défendre les intérêts de l'entreprise et que défendre aussi les intérêts des employés. On retrouve ça d'ailleurs dans les personnes de confiance, dans les entreprises. Et je crois qu'on devrait attribuer ce modèle d'indépendance par le système personne de confiance. Oui. Un RH, pour Un moi, est une RH, personne oui, de confiance. Oui. Je On est pense aligné aussi. sur ça. Je pense aussi, oui. Parfait. Oui. Alors, j'ai une deuxième question. Un effet wow, tu connais? Un endroit où tu arrives, tu t'y attends pas, et le premier mot qui te vient dans la tête, c'est waouh, waouh, waouh. On a pensé à un truc ici pour qu'on s'y sente bien et qu'on a envie d'y bosser. Alors, c'est arrivé, si oui, où et pourquoi? C'est bizarre que tu me poses la question, parce Pourquoi? que la première fois que je suis arrivée chez Transforma, c'est comme ça que je me suis sentie. C'est vrai? Ouais. Ah, classe. J'avais vraiment l'impression que c'était comment tu dis ça, ma caverne en fait d'Alibaba qu'on a créée pour moi. Bon, tu vas devenir membre bientôt, du coup. Ben oui, c'est sûr. Et la deuxième, c'était le Cook and Book. Ah ouais. C'est grâce à toi que j'ai découvert cet endroit-là, donc je suis allée. Et pareil, ça m'a fait waouh parce que je suis une amatrice de bande dessinée. Et pour moi, forcément, de pouvoir travailler dans un environnement comme ça où il y avait tous ces dessins, pour moi, c'était voilà. Un restaurant, des salles d'événements. Mais Ouais. je Enfin, te on se fait nos jure, soirées Humana c'est là-bas. tout mélangé, quoi. Ouais. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment deux endroits où je suis allée et puis j'ai fait OK, ouais, là, je me sens chez moi, dans mon élément, quoi. On va pas me dire, tu peux pas regarder la BD et manger en même temps. Bah oui, je peux faire les deux, tu vois. Ok. Donc, Et ma dernière question, c'est les auditeurs et auditrices qui sont DRH, managers, patrons d'entreprise qui t'écoutent actuellement. Tu auras envie de leur dire quoi comme message? Quand j'ai lancé Buddy Créatif et que j'ai commencé à travailler sur le cadre Sésame, je suis partie de là avec l'idée de redonner à chaque employé la motivation de travailler, de s'épanouir, d'arriver au travail et sentir que ses idées étaient valorisées. La raison pour laquelle je l'ai fait, c'est parce que je me suis rendu compte qu'il y a des souffrances enfouies. Donc, il y a énormément de personnes qui ont des frustrations, comme moi, j'ai eu des frustrations. Et je le dis pour avoir parlé avec plusieurs personnes. Et quand on a des idées, quand on a cet esprit hyper créatif, mais qu'on est dans un environnement où on est limité, c'est un peu comme si on coupait les ailes. Et c'est un facteur, pour moi, donc c'est mon impression, c'est un facteur de burn-out. C'est un facteur de risques psychosociaux. Et si je devais donner un mot, un message à la direction des DRH, c'est que des fois, on n'a pas besoin de beaucoup pour créer un environnement qui stimule justement la motivation et la créativité des employés et où les employés se sentent valorisés. Parce que souvent, j'ai cette remarque, on me dit « oui, mais il n'y a pas le temps, il n'y a pas le budget, on a peur ». Il y a plein de raisons qui viennent et pour moi, le cadre Sésame, en fait, pourrait être un moyen justement de pallier à tout ça et de permettre aux équipes, à leurs managers, de travailler en synergie et de grandir ensemble et de se développer tout aussi bien. Donc voilà. Chapeau, merci. Est-ce qu'on a abordé tous les sujets que tu aurais voulu aborder? On n'a rien oublié? Mais si, on a oublié quelque chose. Donc jeudi 20 juin, nous sommes au Cook and Book, donc à Woluwe, où nous faisons une petite présentation de ce que c'est que Sésame. Voilà, si vous voulez venir, venez, parce que franchement, nous, on est en train de le développer. C'est pas un produit fini, donc vos idées, en fait, seront valorisées. On invite les auditeurs et auditrices à s'inscrire et à venir te rencontrer, parce que tu es en plus une belle personne et moi, je peux en témoigner. Ouais, super. Vous retrouverez donc l'event sur Eventbrite. Donc, c'est disponible là, vous vous inscrivez. L'apéro est offert et puis, si vous voulez rester après pour réseauter, vous pouvez manger sur place. Super. Voilà. Carole, Ouais. merci. Merci À beaucoup, très bientôt. Michel. À bientôt. Ciao. Ciao. Au revoir. Ouais. You're listening to the Podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be.